Monsieur le Président de la République et cher Emmanuel Macron, Monsieur le Ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs à vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le Président de la République, je veux vous remercier chaleureusement pour l'honneur, le grand honneur que vous nous faites en venant ici, à Besançon, pour célébrer avec la ville entière la réouverture de ce plus ancien musée de France, aujourd'hui enfin rendu au public de ses admirateurs. On l'imagine assez, rénover de fond en comble un musée aussi prestigieux que le nôtre n'est pas un geste anecdotique dans une mandature municipale. Chacun ici, tout au long des années qui viennent de s'écouler, a porté sa part de détermination et d'enthousiasme pour ce grand rêve de culture pour tous, ouvert ici à Besançon depuis plus de 3 siècles et qui retrouve une convaincante et nouvelle actualité, vous avez pu en juger. Elles sont bien peu nombreuses, effectivement, les collections publiques qui, comme la nôtre, au-delà de la richesse impressionnante du panorama des œuvres qui la composent, accumulent tant de flatteuses et iconiques images. On connaît depuis longtemps, mais il n'est peut-être pas inutile de le rappeler, le récit de ce musée, né des collections des Granvelle, Premier ministre Charles Quint de Philippe II d'Espagne, réunis en ces temps chers à Victor Hugo, Besançon et la Comté, à défaut d'être pleinement ibérique, était dans l'empire de ces Habsbourg-là. Ouvert au public dès 1694 sous l'autorité morale de la ville, déjà, un siècle avant le Louvre, le plus ancien musée de France voyait le jour à Besançon. Toutes ces œuvres accumulées demandaient donc depuis tout ce temps passé qu'on les présentât dans un lieu approprié. Il y allait, bien sûr, tout à la fois des conditions de leur conservation et de l'attente impatiente d'un public qui en avait été jusqu'alors que trop privé. Dans l'histoire des musées du monde, il y a la richesse ou la beauté, la singularité ou l'intérêt, comme on voudra, des collections, le récit toujours passionnant de leur constitution, mais aussi celui esthétique, historique des bâtiments qui les abritent. Les hasards d'un temps, la volonté des princes, puis des édiles, des mécènes et des donateurs et donatrices y ont peu à peu défini la forme complexe de cette étrange alchimie, l'édifice et le fond, où se complètent plus ou moins harmonieusement et s'y mettent en valeur mutuellement. Besançon, Monsieur le Président, est un modèle du genre. Incontestablement, notre premier musée avait été un musée de substitution, une halle au grain, vite dévolue au cœur du XIXe siècle à d'autres activités que celle à laquelle on l'a destinée au départ et que l'architecte Pierre Marnotte avait signé de son grand talent de bâtisseur. L'audace sera pour le siècle suivant, en ces moments cette fois résolument modernes, où les musées deviennent ces véritables objets d'étude et de propositions architecturales sur lesquels se penchent les maires. C'est alors qu'ici, à l'arrivée de la prestigieuse collection des Besson, Louis Miquel, véritable disciple et porte-parole de l'influence corbuséenne, va mettre en œuvre, là, dans les murs de Pierre Manot, le schéma du fameux musée à croissance illimitée du maître. 50 ans plus tard, Adelphos Caranello en restaure, à l'aune de son propre talent, qui est grand, l'étonnante modernité, l'intelligence raffinée et l'incroyable complexité. Dans l'enchevêtrement savant des obliques et des verticales de béton brut, dans la lumière enfin retrouvée qui tombe des hauts, et se joue de l'étonnante et inattendue scénographie, c'est une des plus belles collections de province qui attend à nouveau les visiteurs impatients. Il y a là des célébrités connues de tous, étudiées, reproduites, référencées, prêtées sans cesse au plus grand musée du monde. La nymphe à la source de Cranach, la prestigieuse déploration sur le Christ mort venu du palais de la seigneurie de Florence et de Combes de Médicis qu'il offre en 1545 à Nicolas de Granvelle. L'incroyable ivresse de Noé de Giovanni Bellini, chef-d'œuvre absolu, absent aujourd'hui puisqu'exposé à la National Gallery de Londres. Les cannibales de Goya, les 10 chinoiseries de Boucher et les sanguines de la Villadès de Fragonard, ou encore le café du Petit Pousset et la place Clichy de l'admirable Bonnard. À côté de ces œuvres iconiques, tous sont là. Les écoles de l'Europe entière emmenées par Courbet, Le Titien, Géricault, Ingres, David, Signac, Chardin, Marquet, Renoir, Boucher, Matisse, parmi beaucoup dans le désordre. Tous réunis ici à Besançon pour célébrer la beauté et la puissance
de la main des maîtres. Et plus loin, dans le silence de notre cabinet de dessin, près de 6500 feuilles qui attendent l'amateur et le savant. Les dessins du sacre de David, du radeau de la Méduse de Jéricho, du palais Farnèse par les Caraches et tous les autres, couchés, griffés, savamment posés ou levés avec audace sur le papier 5 siècles durant. Partout ailleurs, les trésors de l'archéologie du monde, de l'Égypte et de la Grèce, de Rome et d'ici, qu'accompagne la statuaire du gothique à nos jours. C'est ainsi que des donatrices et donateurs d'une générosité exemplaire ont marqué depuis 3 siècles l'esprit de notre musée. Pierre-Adrien Paris, le général Donzelot, Gigoux, Besson, Lerche, Ducrot-Gandry. Pour chacune et chacun d'eux, et pour beaucoup d'autres, l'art était leur passion. Un musée, c'est aussi ce livre de culture qui rapproche, qui enrichit, qui enseigne pour mieux nous réunir. Ce livre qui amène au dépassement de l'ordinaire des choses, l'espace d'un court instant, qui nous conduit à la contemplation comme à l'étonnement dans l'épaisseur de cet entre-deux, et nous fait le quitter, fort de ces instants d'abandon qui n'en ont que le nom, tout encore remplis de ce face-à-face entre l'homme et l'art. Autorisez-moi pour conclure, Monsieur le Président de la République, à vous redire combien ce musée pour tous, cher à ces 3 siècles de donateurs et donatrices, est aussi, à travers de l'appui sans faille de nos élus, de l'État, de la région, du département, de l'Association des Amis du musée et de la bibliothèque, du Club des mécènes et de la population byzantine, celui que notre ville n'aura cessé de soutenir depuis bien longtemps et aujourd'hui encore plus qu'hier. Au sortir de ces 4 années de travaux conduits avec intelligence, courage et efficacité par son architecte Adelphos Caranello, par les équipes de son directeur Nicolas Sur-Lapierre, les adjoints et services de la ville de Besançon, à qui je tiens à rendre un hommage appuyé, la réouverture de ce musée dit bien haut, dans la modernité de notre temps, cette essentielle proximité qu'il nous faut avoir aussi avec la culture. Oui, ce musée s'inscrit dans le XXIe siècle, numérique, ouvert, accessible à tous et toutes, un musée qui éveille les consciences et fait vivre les valeurs de notre République. Votre présence, Monsieur le Président de la République, porte le témoignage fort de notre attachement commun qui fait grande cette passion de la France pour son patrimoine, pour ses collections publiques et pour ses monuments historiques. Au nom de chacune et de chacun d'entre nous, je tenais, Monsieur le Président de la République, à vous dire très simplement, mais vous le savez très sincèrement, merci. Merci d'être là, merci de faire cet honneur à la ville de Besançon. Oui, merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, bonjour à tous. S'il y a un lieu d'humanité, ce sont bien les musées. Ce lieu, c'est à la fois celui de l'être, de l'intimité, de l'intériorité, est le lieu de la relation et du dialogue entre les époques, entre les cultures, entre les sensibilités. Un musée, c'est un lieu attractif pour se retrouver soi-même. Et aujourd'hui, en inaugurant ce magnifique musée, je me réjouis de cette dimension d'attractivité à laquelle notre caractère franc-comtois, un peu taiseux, n'est pas particulièrement habitué. En effet, le Doubs est une terre d'une richesse exceptionnelle, souvent méconnue, mais très appréciée de ses habitants qui en aiment le caractère authentique, brut, presque minéral. Cette terre a pourtant produit d'immenses artistes. Victor Hugo, Charles Nodier, Louis Pergaud, Gustave Courbet, et un patrimoine architectural remarquable, avec les fortifications Vauban de Besançon, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou encore la construction d'une saline royale à Arquesnan par l'architecte utopiste de génie Claude Nicolas Ledoux au XVIIIe siècle. Et ce n'est pas tout.
car la culture ne naît pas seulement sur ce territoire, elle y vit. Et nous avons ici une vraie tradition littéraire encore très vive et un réseau associatif dont je salue l'engagement et les valeurs. Justement, ces valeurs, qui sont un peu notre ADN, constituent un terreau favorable à la culture. Qu'il s'agisse de liberté, et comment ne pas rappeler le sacrifice des résistants du maquis de Lomont, et de fraternité. À cet égard, l'aventure des Montrelip, pas inconnue au président de la République, est éloquente, mais aussi de créativité en étant un territoire de pionniers, un territoire d'entrepreneurs, un territoire qui a su réinventer sans se renier nouvelles technologies, nouvelle industrie, nouvelle vocation, avec toujours l'exemple de la Saline, d'abord industrielle, puis friche, pour devenir un espace naturel d'exception et culturel. Si je devais vous donner ma définition de la culture, je dirais qu'elle comprend toute expression humaine qui se partage et crée un fond commun, sans restriction. Aussi, l'action culturelle du département, c'est d'œuvrer à supprimer les fractures et déserts culturels. Déjà par notre participation aux projets portés par nos partenaires, à travers, par exemple, le cofinancement de ces travaux de réhabilitation de ce musée, ou encore à travers nos propres projets, en lien avec tous les acteurs du territoire, par exemple en 2019, avec la célébration d'un enfant du pays, le peintre Gustave Courbet, pour les 200 ans de sa naissance. Le 10 juin, jour anniversaire, aura lieu l'inauguration d'une exposition exceptionnelle au musée départemental d'Ornans, Yan Penming face à Courbet. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous inviter, Monsieur le Président de la République, et vous tous, chers amis. L'avantage de la culture, c'est qu'elle ne concurrence rien ni personne. Elle propose, elle enrichit, elle suscite la curiosité et l'intérêt. C'est donc de tout cœur que je souhaite à ce beau musée des Beaux-Arts d'attirer de nouveaux publics. Ce musée fait partie de notre paysage culturel. Il en est un joyau et je souhaite qu'ensemble, collectivités, nous valorisions l'ensemble de nos sites d'exception, sans oublier l'animation sur les territoires, dans une logique de proximité portée par le département dans le cadre de notre projet. L'inauguration d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique territoriale. Ce n'est pas par hasard qu'elle réunit presque toutes les collectivités. La culture, je l'ai dit, c'est ce qui nous unit et c'est là toute sa force. Je vous remercie. Grand honneur, Monsieur le Président de la République. Grande joie, grande fierté, chère maire de Besançon. C'est ce que la présidente de région ressent à cet instant. J'étais présidente de la Franche-Comté quand la région de Franche-Comté s'est engagée sans aucune hésitation auprès de cette grande œuvre de rénovation pour y participer. Je pense que pendant ce temps, un peu plus loin, le président Patria, je salue François Patria qui est là, faisait de même à Dijon, avec le musée des Beaux-Arts de Dijon, qui va être aussi rouvert dans quelques temps. Et maintenant, c'est la région de Bourgogne-Franche-Comté qui applaudit cette restauration extraordinaire, qui l'applaudit d'autant plus, Monsieur le Président, que j'ai fait, que j'ai voulu faire, avec toute notre équipe au Conseil régional de la culture, une priorité. J'avais pris cet engagement au moment où on voit bien que des fois la culture peut être une variable d'ajustement dans des budgets qui sont contraints. Nous n'avons pas voulu que la culture soit variable d'ajustement. Nous avons tenu notre engagement, non seulement le budget de la culture
n'a pas bougé, mais il a augmenté. Un tableau ne vit que par celui qui le regarde, a dit Picasso. Eh bien, grâce au travail de l'architecte notamment, du directeur, avec ses ouvertures, cette lumière, cette façon dont le musée respire et dialogue avec l'extérieur, nul doute qu'il va vivre et très bien vivre. Donc, merci aux concepteurs de cette restauration. Voilà, disons tout simplement, avec ce musée qui est un des plus riches musées de France, une chance supplémentaire pour Besançon, pour l'attractivité de Besançon et pour notre belle région. Je vous remercie. Merci, chers amis. Monsieur le maire, merci pour votre accueil. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la présidente du Conseil régional, Madame la présidente du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs, chers amis, on sort toujours revivifié de la visite d'un musée et il n'y a pas tant d'occasions durant un mandat de faire revenir, si je puis dire, à la vie, de réouvrir ainsi un musée comme nous venons de le faire, comme nous sommes en train de le faire. Et vous l'avez parfaitement dit tous les trois à l'instant, parce que les musées concentrent justement dans un espace restreint quelques-unes des plus hautes, des plus belles expressions de la sensibilité et de l'intelligence humaine. J'y reviendrai, mais dans un musée, on y vient pour voir une œuvre. On y vient parfois avec sa classe, certains y viennent contraints, d'autres y entrent par hasard, mais on n'en ressort jamais indemne. Et c'est pour ça que les musées sont si importants, sans doute parce qu'on ne sait jamais véritablement totalement ou qu'on ne peut jamais totalement savoir ce qui nous y attend. Alors, pour que cette expérience puisse être sans cesse renouvelée, encore faut-il que ces expressions de notre humanité, les œuvres, puissent conserver toute leur puissance. Je le disais, un musée n'est jamais innocent, mais ce sont au fond quelques constantes fondamentales. Et votre musée en est l'illustration parfaite. Un musée, c'est d'abord une collection ou des collections. Et le musée que nous venons ensemble de parcourir en est la trace, la force. C'est d'abord un grand musée européen. Ce sont les esthétiques, les courants, les sensibilités de nombre de pays d'Europe, et pas simplement de la France, qui sont ici représentés, contenus, à travers le goût des collectionneurs et des donateurs, à travers les hasards de ces derniers et le travail du temps. C'est ensuite un musée qui retranscrit de l'archéologie et donc de l'Antiquité byzantine jusqu'à la peinture du XXe siècle, l'ensemble de ces sensibilités dans une traversée complète à travers le temps. Complète. Et ce que nous avons vécu ensemble, c'est ce dialogue permanent entre la mosaïque antique, les tableaux de Cranach, marqués, les œuvres contemporaines, exposées comme en miroir. Et c'est cette véritable, et merci infiniment, Monsieur le Directeur, de nous avoir, je le sais, trop rapidement, et je suis la faute de cette contrainte, fait parcourir un peu de cette épopée. Musée européen donc, musée qui traverse les époques, les sensibilités, et musée qui s'est, collection qui s'est constituée à travers les goûts et les donateurs. Vous les fêtez dès votre atrium, mais je crois que la force, l'originalité de cette collection, de ces collections, c'est d'être l'addition de sensibilité et donc de regard.
Et avec ces regards, l'addition d'histoires entre des femmes et des hommes depuis la première donation et l'ouverture du musée en 1694, qui en effet en fait sans doute le plus ancien de France, mais l'addition de ces regards, et qui fait que, en face de nous, nous avons l'un des lieux du pays où il y a sans doute le plus de dessins, et en particulier de dessins du XVIIIe, sans doute légèrement derrière le Louvre, mais ce qui en fait la deuxième collection, des Cranard, je l'évoquais, de manière unique, et parce que ces sensibilités se sont additionnées, parce que ces collectionneurs ont décidé de faire confiance à la ville, et bien d'avoir réussi ici une espèce de trésor encyclopédique de ces sensibilités à travers le temps. Encyclopédique, pas seulement, parce que le dialogue constant, l'écho que les œuvres ont les unes entre les autres, la capacité à marier ces différentes collections et ces différents regards, c'est tout le travail qui a été le vôtre durant les dernières décennies et en particulier durant ces derniers mois, et qui fait revivre ces collections très différemment. Où les talents du pays, et je fais ici évidemment référence à Courbet ou à Gigou, les grands collectionneurs, le même Gigou comme Pierre-Adrien Paris et tant d'autres, se mêlent, s'entremêlent, pour donner à voir justement une collection unique en ce qu'elle n'a rien de conventionnel, en ce qu'elle n'est pas l'expression d'un choix d'aujourd'hui ou d'un goût du moment, mais de l'addition de goûts successifs d'amateurs, de collectionneurs, d'amis d'artistes ou d'artistes qui ont décidé à un moment donné, ici, de les donner et de les voir exposés. Et un musée, c'est d'abord et toujours cela, une collection des artistes et de cette mosaïque du IIe siècle que nous avons vue ensemble jusqu'aux œuvres les plus contemporaines ou au Bonnard que vous rappeliez, monsieur le maire. C'est ce parcours qui nous est donné, et avec lui, l'héritage de ces regards croisés, l'héritage de ces femmes et ces hommes qui, ayant vécu ici ou s'étant attachés à la ville, ont constitué ces collections et leur ont donné un sens nouveau en les entremêlant. C'est pourquoi le travail que vous avez conduit durant ces dernières années de restauration est lui aussi inédit et à saluer. Nous l'évoquions avec monsieur le ministre de la Culture il y a quelques instants, mais vous avez su restaurer de manière exceptionnelle, durant en particulier les 4 dernières années du projet, plus de 1000 œuvres du musée, ce qui est absolument remarquable. Ce qui a permis d'en améliorer évidemment la qualité, ce qui a permis de poursuivre aussi le dialogue avec l'ensemble de vos partenaires et les plus grands musées européens et même du monde entier, et tout en les restaurant, de continuer à les donner à voir au public, à vous assurer que ce chantier continuait à être aussi un musée hors les murs qui permettait de les faire vivre. Ensuite, un musée, c'est un lieu. C'est une manière d'être exposé. Et c'est aussi ce que ce formidable musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon donne à voir. Aussi, ce lieu, en avez-vous fait en quelque sorte un palimpseste. Parce qu'après Marnotte puis Miquel, votre travail, cher Adolfo Scaranello, a permis de revisiter ce lieu qui est l'incarnation de ce que, à mes yeux, la créativité d'un musée peut donner à voir. De la halle au grain à un musée original, unique, certes inspiré de celui qui était le maître de Miquel, Le Corbusier, mais porté par son imaginaire propre, sa propre force créatrice, vous avez su redonner, par des ouvertures, par ce jeu de lumière que nous avons pu voir dans chaque salle d'exposition, en quelque sorte un nouveau regard. Vous avez su allumer les flambeaux des esprits, pour reprendre la belle formule d'un autre enfant de la ville, Victor Hugo. Et un musée n'est rien s'il n'est pas aussi un lieu. Et si ce lieu, jouant avec les espaces, comme Miquel a su le faire en revisitant cette halle au grain, ses couloirs, ses échappées, ses traverses,
le rendant comme infini en le compactant, et comme vous avez su le revisiter, en le réouvrant et en le rééclairant. Vous l'avez redonné à la ville et à cette place, vous l'avez redonné au toit de Besançon, et vous l'avez redonné à la lumière du jour, en ne perdant rien de la force de cette architecture du XXe siècle qu'il avait revisitée. Et ce faisant, ce lieu, dialoguant avec les collections, comme vous avez parfaitement su le faire, jouant avec les accrochages de tous les siècles, en écho avec tous ses goûts, crée une expérience esthétique unique, je dois le dire, en fait un lieu véritablement unique qu'est ce musée. Et je le dis à l'heure où on pense que beaucoup des œuvres d'art, comme rencontrant le rêve de Malraux, pourraient se mettre les unes à côté des autres dans un musée imaginaire, et où il suffirait d'ouvrir un livre ou d'aller sur un site internet pour avoir l'expression esthétique qui permet d'en saisir toute la force. Ça n'est pas vrai. Ça n'est résolument pas vrai. Le musée imaginaire de Malraux était ce lieu qui n'existe pas et n'existera jamais, ou plutôt qui n'existe qu'en nous, en ce qu'il est la comparaison. Mais l'expérience des œuvres d'art aura toujours besoin de lieux uniques. Elle aura donc toujours besoin des musées. En ce que le choix qui est fait, d'accrocher à un endroit plutôt qu'un autre, de faire dialoguer les œuvres, dit quelque chose de plus que l'œuvre elle-même. Éveille en nous et dans la sensibilité quelque chose que la rencontre seule avec l'œuvre ne suffit pas à éclairer, ou qu'un site internet ou quelques voyages numériques ne suffit pas à remplacer et ne peut remplacer. Et donc, je veux ici, avec vous, en redonnant vie à ce formidable musée, dire aussi à quel point les musées sont des lieux uniques, singuliers, forts, qu'on ne peut pas remplacer par d'autres expériences, et dont je ne crois pas à la fin. Enfin, vous avez su, dans ce musée, montrer aussi l'excellence de ce qu'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui ce travail d'accessibilité. Parce qu'un musée est un lieu, parce qu'il donne à voir de manière unique une série de regards, il doit permettre à chacune et chacun d'avoir accès à ce lieu. Alors l'accessibilité, c'est bien entendu d'abord l'accessibilité du site à un large public. Et je veux ici saluer toute l'équipe du musée, l'ensemble de vos services, qu'il s'agisse de ceux des collectivités comme de l'État, pour améliorer l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. Mais je pense aussi aux formes d'accueil pédagogique, aux supports que vous avez conçus pour permettre au public non francophone, aux familles, aux groupes scolaires de mieux appréhender les œuvres, pour utiliser davantage et mieux le numérique, pour permettre aux personnes aveugles, là aussi, de se repérer et de participer à cette expérience sensible. Je crois très profondément dans cette mission d'accessibilité, parce que je crois tout à la fois à la création et à la sensibilité de celui qui la vit et lui donne sens. Et l'accessibilité, c'est permettre d'enrichir ces œuvres d'art, l'ensemble de nos œuvres d'art, de regards nouveaux, d'expériences sensibles nouvelles, et ce faisant de participer à ce qui est un des combats essentiels de notre République, qui est un combat éducatif, culturel, civilisationnel, celui à permettre à plus de nos jeunes et plus de nos concitoyens d'accéder au beau. C'est au cœur de la politique que nous menons avec le ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation nationale au sein de l'école, en redonnant une place à l'éducation artistique et sensorielle, en remettant au cœur de l'école, en lien avec tous ses partenaires, les musées, les conservatoires, l'ensemble de celles et ceux qui font vivre l'art et la sensibilité à l'art, mais en y remettant une place essentielle dans l'école, avec les enseignants, dans le temps scolaire. Parce que cet éveil au beau et à la sensibilité, c'est la première forme d'accessibilité. C'est la capacité donnée à un enfant, quel que soit le milieu d'où il vient, quelle que soit la famille où il est né, qu'on lui explique
mais surtout qu'on l'emmène voir, qu'on lui fasse partager cette expérience, qu'on le forme en considérant que c'est aussi important que l'acquisition des savoirs fondamentaux et du comportement. Parce que cela apprend plus que nous-mêmes. Ensuite, c'est pour cela que nous avons mis au cœur de la politique culturelle aussi cette notion d'accès, d'ouverture. La politique culturelle, c'est aider et promouvoir des lieux comme celui qui nous réunit aujourd'hui. C'est évidemment aider, renforcer, encourager, protéger nos artistes et tous ceux qui créent dans notre pays. Mais c'est permettre à chacun d'en partager l'expérience. C'est pourquoi je crois profondément au Pass Culture que le ministre va parachever dans les prochaines semaines et prochains mois, et qui est l'idée qu'on donne à chaque jeune, lorsqu'il acquiert la majorité, pas simplement de quoi accéder à la culture de manière indifférenciée, mais avec des conseils, une orientation. Parce que l'inégalité dont nous parlons chaque jour, elle est aussi culturelle, c'est un fait. Et elle a une barrière. Le conseil qu'on n'a pas eu de ses parents ou de son maître, l'argent qu'on n'a pas pour se déplacer, pour acheter le livre, pour aller à tel ou tel endroit. Il ne s'agit pas là de donner un chèque de manière indifférenciée, et il faut s'inspirer de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché ailleurs, mais il s'agit d'aider, d'encourager, de conseiller, et donc de continuer à éduquer, former. Pas former le goût en considérant qu'il y aurait une forme d'art officiel vers lequel on oriente chacune et chacun. Considérer néanmoins qu'il y a un parcours, dans l'esthétique comme ailleurs, qu'il y a un chemin qu'on peut aider à faire. Il est multiple et chacun s'en libère ensuite, ou fait le sien propre. Mais il suppose d'être aidé dans les premiers pas. Et je vois là tout sauf un gadget, mais une ambition véritable en complément de ce qu'est le temps à l'école, d'un engagement de la collectivité pour accompagner chacun dans les musées, dans les librairies, pour acheter un livre, pour voir tel film, pour se confronter à telle œuvre. C'est pourquoi aussi la politique que nous conduisons pour ouvrir davantage partout, c'est adapté, souhaité par nos concitoyens et les élus, nos bibliothèques, c'est un combat pour l'accessibilité. Nous sommes restés là aussi bien souvent dans nos habitudes, ne voulant pas voir, tout en défendant nos concitoyens, que les habitudes avaient changé, que dans une ville, qu'elle soit d'ailleurs grande ou petite, cela dépend des usages. Lorsque les parents rentrent chaque jour tard parce qu'ils vont travailler ailleurs, qu'ils ne sont jamais là le samedi, avoir des bibliothèques qui ferment à 17h et qui ne sont jamais ouvertes le samedi et le dimanche, c'est donner peu de chances d'accéder aux livres, parfois à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes des mauvais élèves en Europe sur ce sujet. Beaucoup ont été plus innovants, ouvrent davantage la bibliothèque communale, scolaire, universitaire que nous ne le faisons aujourd'hui dans notre pays. C'est pourquoi, après avoir demandé à messieurs Orsena et Corbin un rapport sur ce sujet, qui a fait des propositions concrètes et commencé à prendre des initiatives, je souhaite que nous puissions poursuivre ensemble, et je le dis pour votre beau département et pour votre belle région, partout où cela a du sens, partout où c'est demandé, partout où ça correspond à un besoin, eh bien, l'ouverture plus longue ou des jours nouveaux de nos bibliothèques. Nous accompagnerons, et le ministre, à cet égard, à mobiliser le financement nécessaire. Mais là aussi, je crois que ça n'a rien de marginal ou d'anecdotique. Parce que cette porte qui va s'ouvrir pour tel ou tel jeune, elle est parfois essentielle. C'est l'expérience et l'ouverture à un livre qu'il est tout autant que la porte poussée pour rentrer dans un musée. Mais c'est la porte qui ne s'ouvre pas vers telle ou telle autre chose. Et c'est l'ouverture vers un infini, une expérience du beau, qui fait progresser, qui permet soi-même de s'élever, et qui parfois permet d'éviter le pire. Et donc au cœur de cette ambition d'éducation, d'émancipation, ce projet culturel que je veux porter pour notre nation, il y a en effet cette dynamique de l'accès, de l'ouverture et de l'accès de tous nos lieux, à tous nos lieux culturels. Enfin, vous avez réussi cette expérience par un travail formidable de partenariat. Partenariat entre l'ensemble des collectivités territoriales, et vos trois expressions l'ont parfaitement montré,
l'ensemble des élus du territoire ont été mobilisés derrière ce projet, de l'État à vos côtés, mais partenariat aussi associant vos nombreux mécènes, beaucoup d'acteurs privés, partenariat du public avec le secteur privé et mobilisation de beaucoup de vos concitoyens qui ont été mobilisés, appelés aux dons et qui ont répondu présent pour participer à ce formidable projet. Parce que cette culture dont je parle, parce que cette expérience qu'est un musée, que nous venons d'évoquer et de vivre ensemble, n'existe qu'ancrée quelque part, n'existe que dans une dynamique, une logique de territoire, n'existe que dans un lieu, dans la force qu'il en tire et d'où il vient. Les collections que j'évoquais à l'instant en sont le plus beau témoignage. Ce musée est le fruit du lieu où il a été créé, où il a grandi, d'où il s'est fait. Qu'il s'agisse de ses artistes, qu'il s'agisse de ses fouilles archéologiques, qu'il s'agisse de ses collectionneurs, ce musée est d'abord byzantin et régional. Et vous vous êtes d'ailleurs constamment battu. Je crois qu'il y a madame qui a un petit malaise. J'espère que ça va. Il faudrait qu'on puisse l'évacuer. Tenez. Est-ce que vous voulez un verre d'eau ? Je vous rassure, je pense que ça n'est pas grave. C'est un petit malaise, mais madame repart en marchant. Voilà. Sans mauvais jeu de mots. Donc, l'inquiétude peut rester relative. Je disais donc que ces projets n'existent, ne se font, et que le projet culturel que nous devons ensemble porter, que nous pouvons ensemble porter, n'existe, ne se construit, ne se tient que dans et par le territoire. Je l'évoquais comme en écho au musée que nous venions à l'instant de voir, et que ici nous réouvrons ensemble. Mais je le dis aussi parce que vous êtes des territoires engagés dans la culture. Vous venez de l'évoquer, Madame la Présidente du département, avec Ornans et les Salines d'Arc-et-Senans. Et de Ledoux à Courbet, en effet, le territoire est marqué par ces grandes présences. Et nous saurons être au rendez-vous. Il l'est parce que le deuxième budget de votre municipalité, Monsieur le maire, c'est la culture. Et que vous vous êtes constamment engagé dans cette aventure, considérant que transformer une ville, lui donner du sens et un avenir, passer aussi par ces grands projets culturels. Vous vous êtes battu pour que les fortifications byzantines de Vauban soient inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez mené à bien ce projet des Arts, de la Cité des Arts, qui a vu le jour il y a quelques années le long du Doubs. Et vous soutenez avec force les troupes de théâtre, les orchestres, les festivals, inlassables défenseurs de la culture. Et durant la fermeture du musée, comme je l'évoquais, pour que ce fil ne se rompe pas, vous avez même veillé en organisant dans des quartiers de Besançon des expositions thématiques qui ont eu beaucoup de succès, et je suis sûr qu'elles amèneront de nouveaux visiteurs à ce musée. Mais je veux dire ici aussi plus largement, et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, que toute la région a une place très particulière dans cette ambition culturelle et continuera de l'avoir. Je salue l'engagement de votre région en la matière et l'État l'accompagnera. Toute la région vit au rythme de la culture. Vous avez rappelé votre engagement. Et je sais aussi que si nous ouvrons aujourd'hui le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, celui de Dijon est lui-même en rénovation. Il rouvrira au printemps prochain. Et du musée à l'opéra, en passant par le consortium, les engagements seront nombreux, qui mobiliseront aussi l'État à vos côtés, pour que la vitalité du territoire tout entière se poursuive et pour que, au-delà de la réouverture prévue au printemps prochain,
l'envergure nationale européenne de toute la région et de toute cette dynamique culturelle soit non seulement maintenue, mais renforcée. Parce que, quand je dis que je crois profondément au fait que notre politique culturelle s'ancre dans un territoire, s'ancre dans une ville, une région, une identité, c'est parce que je crois profondément que nous ne pouvons pas expliquer à nos concitoyens qu'en quelque sorte, l'accès à l'art et l'art le plus beau serait réservé à quelques sites et que ces sites seraient pour toujours réservés à Paris. Non. C'est pourquoi ce qui a été commencé par le ministère de la Culture est une démarche à cet égard, celle du cahier des désirs, que je trouve intéressante et que je soutiens pleinement. Celle qui consiste à choisir des œuvres d'art et à leur permettre de voyager à travers plusieurs musées. Je souhaite que nous allions, avec le ministre de la Culture, plus loin et que nous puissions poursuivre l'itinérance, justement, des œuvres d'art et des grandes œuvres à travers le territoire national, que nous puissions poursuivre l'installation de certaines de ces œuvres dans les musées, que nous puissions poursuivre l'installation de collections et de grandes expositions qui aujourd'hui se tiennent trop souvent exclusivement à Paris, dans les grands musées, en particulier ceux qui ont des labels tels que le vôtre, et qui permettent ainsi d'avoir des expositions qui, sur notre territoire, dans les villes qui peuvent emporter le projet parce qu'elles se sont justement dotées de musées comme celui-ci et d'une véritable ambition, pourront continuer à rayonner et à habiter le territoire dans son ensemble. Et donc, à ce titre, je souhaite que nous poursuivions cette logique d'ancrage, d'installation dans nos territoires de cette ambition. Mais parce que, au-delà de la simple exposition, je considère que ce que nous devons arrimer à ces musées, à nos musées, ce que nous devons arrimer à cette logique de territoire, c'est la capacité à créer une dynamique de création. C'est-à-dire, c'est la capacité à faire vivre, installer, mettre en valeur, faire travailler des artistes sur le territoire. Ce que vous avez commencé à faire et illustré parfaitement dans votre musée, c'est ce que je souhaite que nous puissions généraliser, c'est-à-dire multiplier les ateliers d'artistes, les expositions temporaires, et permettre, au-delà de l'ouverture ou de la réouverture d'un musée, eh bien, de faire vivre des artistes sur le terrain. Et votre région, là aussi, en est l'illustration parfaite, vibrante. Et la présence de nombreux artistes contemporains parmi nous en est le meilleur témoignage. Rouvrir un musée, ça n'est pas simplement rouvrir un lieu qui devrait être, entre guillemets, passif, mort, muséifié, comme on l'a laissé entrer dans, en quelque sorte, notre langue. C'est ouvrir un lieu de circulation des regards, de circulation des créations, et permettre à des artistes contemporains d'y exposer, de le transformer, d'y apporter leur propre regard, d'y apporter leur propre sensibilité, de créer autour de ce musée, de créer autour, en contrepoint. Et comme cela a été fait dans plusieurs autres lieux du territoire, eh bien, de montrer parfaitement que ces lieux d'exposition sont aussi en dialogue avec ce qu'est la création. Et c'est pourquoi, ce à quoi je crois profondément, c'est que notre politique culturelle doit cesser d'opposer cette politique de l'accès à la politique de la création. Les deux se rejoignent profondément. Elles ne sont que le croisement de ces esthétiques, que la capacité à réinventer des lieux, des places, un temps, un regard. Et donc, ce que je souhaite pour ce musée, Monsieur le maire, qui est aujourd'hui inauguré et recréé en quelque sorte, c'est qu'il devienne aussi non seulement un lieu exemplaire d'accès, mais un lieu de création nouvelle, un lieu d'innovation, un lieu de création artistique contemporaine véritable. Comme nos opéras sont à redevenir des lieux contemporains de création, d'écriture, d'invention. Comme tous les lieux où l'on a simplement pendant trop d'années voulu dire « ceci est un lieu où l'art du passé a le droit d'être présent », soit en même temps un lieu où l'on puisse dire « les artistes contemporains y ont leur place » pour voir, transformer, créer et se donner à voir. Et cette ambition profonde, celle de la place que dans nos territoires,
notre politique culturelle doit avoir est un de nos défis des prochaines années. Nous avons, après les 2 temps extrêmement forts que notre pays a vécu, dans les années 60, avec, on le sait, la création des maisons de la culture, des centres dramatiques et d'une vraie politique de décentralisation, le début des années 80 avec une politique très forte allant à nouveau en ce sens, nous avons aujourd'hui à inventer, penser ensemble, une nouvelle politique culturelle qui, sur les territoires, réinventera des dynamiques propres et reposera sur cette ambition tout à la fois de l'accès, de l'émancipation de tous les publics par l'art et la revitalisation de la créativité, la reconnaissance pleine et entière de nos artistes contemporains et la vitalité qu'on doit donner partout dans notre territoire à l'art d'aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, quelques convictions que je voulais partager avec vous et quelques convictions que je retrouve comme en synthèse dans ce que représente et ce qu'est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Il est ce voyage unique, il est ce lieu singulier que j'évoquais, qui est le fruit de croisements de regards, de la volonté d'hommes et de femmes. Et en inaugurant aujourd'hui avec vous ce musée, il est aussi une pierre pour vous dire l'ambition qu'avec le gouvernement et tout particulièrement le ministre de la Culture, nous voulons porter pour le pays, avec vous. C'est une ambition pour toute la nation, mais c'est une ambition dont notre pays a aujourd'hui profondément besoin, tant ce combat est au cœur de celui que nous devons mener en France comme en Europe. Je vous remercie.